Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables, dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Aujourd'hui, je reçois Philippe Journeau, président fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, une société spécialisée dans l'immobilier commercial. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Tu es né en Tunisie d'un père commerçant et d'une maman institutrice. Ils ont décidé de venir en France quand tu avais 7 ans pour que ta sœur aveugle de naissance puisse fréquenter des établissements adaptés à son handicap. Ce changement, tu le vis comme un vrai déracinement, une perte de statut social. Mais tu ne te laisses pas abattre, tu dis d'ailleurs que déjà à l'époque tu savais ce que tu voulais faire, réussir dans les affaires. Et te voilà aujourd'hui à l'initiative de plus de 100 créations immobilières réalisées ou en cours de réalisation et à la tête d'un patrimoine de plus d'1 milliard d'euros. Sans compter les nombreuses récompenses. Homme de l'année, chevalier des arts et des lettres, promoteur de l'année et plus récemment, commandeur de la Légion d'honneur. Tu en conviendras Philippe que dire « je veux réussir dans les affaires » ne suffit pas pour y arriver. Il faut un vrai moteur. Quel a été le tien ? C'est super dur. Le vrai moteur, au départ, c'était de réussir jusqu'au moment où tu trouves ta voie. Parce que le plus difficile, c'est de trouver sa voie. Ce que je savais, c'était qu'il fallait que je protège ma sœur et ma famille et les gens que j'aimais. Et ce que je savais aussi, c'est que j'étais totalement atypique à tel point que je ne me sentais pas à l'aise dans des organisations classiques. Donc j'ai monté tout de suite ma propre organisation pour essayer de trouver ma place. Et jusqu'à mes 40 ans, je pensais que j'étais un raté. Jusqu'au moment où j'ai trouvé là où j'étais bon. Et évidemment, à partir du moment où tu trouves l'endroit où tu es bon, où tu es à l'aise, ton sport, tu te développes sur ton sport. Et là, ton talent peut s'épanouir parce que tu es dans l'endroit que tu aimes et tu fais ce que tu aimes faire. Et c'est ça, je crois, le secret de la vie professionnelle réussie, c'est d'être en conformité avec soi-même, ce qu'on ne t'apprend pas à l'école. Et donc, le moteur, ça a été au départ de réussir, et puis ça a été de combattre certaines formes d'injustice. Par exemple, considérer que les gens de la banlieue étaient des sous-citoyens. Donc, j'ai voulu changer les entrées de ville. Ensuite, j'ai voulu faire des beaux immeubles parce que je trouvais qu'on faisait des immeubles qui étaient moches. Ensuite, dans la philanthropie, j'ai voulu, comme toi, aider les gens parce que j'avais été formé pour aider ma sœur et pour aider mon environnement. Et je me suis dit que finalement, que quand on aidait, on se sentait mieux. Donc on était meilleur. Et donc je me suis dit qu'à une échelle macro, ça pouvait faire une société meilleure. Donc le sujet, c'est de trouver comment tu te retrouves avec toi-même et ce qui te permet de trouver ta voie. Certains ont la chance de la découvrir tout jeune. Le gars qui est un jeune footballeur qui est super bon et qui s'éclate en jouant au foot. Et puis quand tu vas dans le monde des affaires, eh bien c'est un monde qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus compliqué, avec des codes qu'on ne comprend pas forcément. Et il faut décoder tout cela. Et il y a une forme de maturité à avoir, en particulier en France, parce que comme tu le sais, la France, ce n'est pas les États-Unis. Tu travailles dur, tu fais une grande école. Quand tu sors de cette grande école, tu ne commences pas directement par l'immobilier. Qu'est-ce que tu veux faire en sortant d'école ? Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu deviens entrepreneur donc ? En fait, ma chance, c'était d'avoir rencontré très jeune la mère de ma fille, qui était d'un milieu social beaucoup plus aisé, très grand bourgeois, et que j'aimais cette femme, je l'aime toujours d'ailleurs, c'est la maman de ma fille, et je voulais rien leur devoir. Et donc, lorsque je suis sorti de mon école de commerce, qui était l'ESSEC, j'avais une forme de complexe parce que j'avais fait 3 prépas HEC. Je voulais rattraper le temps perdu. J'ai fait mon service militaire en même temps. Et 3 mois plus tard, un 1er novembre, j'ai racheté ma première entreprise. Je croyais tout savoir. Je savais évidemment strictement rien. Je connaissais des concepts théoriques et j'ai eu ce que j'appellerais dans les affaires un dépucelage violent. Ça a été terrible. Explique-nous. Ça a été terrible. Pourquoi ? Parce que tu es projeté dans un monde de PME en difficulté. Tu connais, je vais te donner un exemple très simple, la notion de BFR, de besoin en fonds de roulement. On te l'apprend à l'école. On te donne une formule. Mais en fait, tu comprends le besoin en fonds de roulement quand tu augmentes ton chiffre d'affaires, que tu payes tes fournisseurs au comptant, que tu es payé à 90 jours par tes clients, et donc du coup, tu ne sais pas faire ton échéance. Là, tu sais ce que c'est que le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est super dur, et c'est d'autant plus dur que
t'es pas préparé à ça en fait. Tu crois que t'es préparé, mais t'es pas préparé. Et donc pendant 7-8 ans, j'avais avec un associé qui était en prépa HEC avec moi, on avait monté la compagnie de Fasbourg. Et puis en 95, il y a les grandes grèves Juppé, le blocus c'était un truc terrible, le blocus des chauffeurs routiers qui bloquaient Paris. Mon associé dit je me barre de ce pays, il va aux États-Unis, il va faire Harvard, il me revend ses parts. Et tout le monde autour de moi dit Philippe est cuit, puisque le mec intelligent s'est barré. Et là, tu expérimentes ce que c'est que de recommencer à zéro, un peu comme mon père, parce que mon père avait recommencé à zéro à 37 ans, parce qu'ils avaient eu le courage de quitter des situations très établies, avec un énorme confort, pour venir, quand ma sœur a eu 4 ans, pour qu'elle puisse étudier dans des écoles de non-voyants. Et donc, le courage de recommencer à zéro. Et j'ai expérimenté ce chemin initiatique que de recommencer à zéro, après avoir monté un groupe qui, à l'époque, en 1995, faisait 400 millions de francs de chiffre d'affaires à partir de zéro aussi. Et donc, je me suis mis à faire de l'immobilier, petit, puis de plus en plus gros. Et puis maintenant, on peut dire très très gros. Tu étais un redresseur d'entreprise, tu aidais les entreprises et tu les développais. Comment on passe de ça, Philippe, à et c'est la définition qu'a donnée le Figaro, le samouraï des centres commerciaux? Je vois que tu es bien décommunauté. En fait, le journaliste avait remarqué que j'avais des armures de samouraï. Et donc, il m'avait demandé pourquoi. Et j'avais expliqué la philosophie des samouraïs, que j'avais eu un choc esthétique, etc. etc. Et ensuite, il m'avait demandé ce que j'essayais de faire dans mon métier, et je lui avais expliqué que j'étais un game changer dans mon métier. Puisque j'essayais de faire passer les parcs d'activités commerciaux, ce que l'on appelait communément les zones commerciales, d'un paradigme qui est c'est moche, c'est cheap et ça donne aux gens une mauvaise image d'eux-mêmes, à j'essaye de faire ce que je fais le mieux possible pour mes clients, avec une belle architecture, une écologie top niveau et avec ce que j'appelais l'amour du client. Et ce qui est toujours d'ailleurs une de nos valeurs. Et donc c'était un espèce de combat perdu d'avance, puisque j'étais entouré de gens qui pensaient que j'étais un fou furieux. Et donc il a fait cette espèce de mélange, de raccourci et en me nommant comme ça, ce qui était plutôt sympa. Plutôt sympa, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu vas faire de l'immobilier? Il y a un moment, tu as vu quelque chose, tu as vu une opportunité en tant qu'entrepreneur? C'est qu'à un moment donné, j'avais fait une erreur stratégique, j'avais racheté une entreprise qui avait des grandes surfaces. Les Connexions, c'est ça? Connexions, le plus gros franchisé Connexions. Et quand je me suis aperçu qu'ils n'avaient aucune vision stratégique, je leur ai dit, écoutez, il faut peut-être se bouger. Ils m'ont dit, si t'es pas content, t'as qu'à sortir. Et quand je suis sorti, ils m'ont empêché ma vente. Donc j'ai eu un moment extraordinaire où ton associé s'est barré, tes fournisseurs te livrent plus, tes collaborateurs, t'es plus leur patron parce que t'as vendu, et tes banquiers te coupent tes lignes. Et tu es un peu seul. Et ceux qui sont avec toi depuis des années te disent que tu es super fort, te disent bon, t'es cuit, donc tu vaux plus trop la peine. Enfin, ou en tous les cas, ils te le font comprendre. Et donc je dessine, on me dit dépose le bilan, je dis non, pas du tout, moi je rachète, je sauve les entreprises. Je suis pas le type qui les plante. Et donc je passe 7 mois à me battre contre ces abrutis. Et je leur explique que je vais déposer le bilan, mais du coup, je vais leur demander un comblement de passif parce que j'étais in bonis au moment de la vente. Donc, au lieu de gagner, je me mets à perdre. Et à la fin, il me reste un terrain où j'avais levé toutes les conditions suspensives pour y installer un grand magasin de 2000 m². Et en fait, je le loue à une enseigne de distribution. Et j'ai une rentabilité fantastique. Et là, je me dis, waouh, c'est cool. Je fais un deuxième investissement, c'est aussi cool, un troisième, un quatrième, et ensuite je m'aperçois que je fais des magasins, que ces magasins sont moches. Et je me dis, mais ils sont vraiment moches. Donc je décide d'en faire des biens, parce que les promoteurs n'en faisaient pas des biens à l'époque du tout. Et ensuite des biens de plus en plus gros, et ensuite je décide de changer les entrées de ville françaises, le commerce des entrées de ville françaises, avec vraiment des projets qui ont été des vrais game changers, en région parisienne, mais celui qui a été le plus game changer s'appelle l'Atoll à Angers, et où d'un coup on a créé la zone commerciale idéale telle qu'on la rêvait, à savoir une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, la nice life pour les clients, et maintenant un digital top niveau.
Et ce samedi, à Angers, il y avait 40 000 personnes qui sont allées dans cet endroit-là. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire ça. Et c'est devenu un espèce de modèle. Et c'est tellement devenu un bon modèle qu'on est devenu des gens à abattre parce qu'on faisait trop bien en périphérie de ville. Donc, quand les centres-villes se sont mis à aller moins bien, on nous a dit, c'est de votre faute. Ah oui. On leur a dit, mais non, c'est pas de notre faute, bougez-vous. Parce que moi, depuis toujours, je dis, il faut investir partout en France. Il ne faut pas dire on investit dans les centres-villes, dans les périphéries, etc., etc. D'ailleurs, je le pensais tellement qu'en 2010, j'ai investi au milieu des crises bancaires à Sarcelles en créant 750 emplois pour démontrer qu'on pouvait investir dans des endroits difficiles et créer de la richesse économique et surtout de la dignité pour les gens. Et c'est ce que tu dis dans un entretien accordé, là c'est à Ouest France, il y a un peu plus d'1 an, tu dis « J'étais révolté par ces entrées de ville bétonnées et toutes identiques, par ceux qui fabriquaient une France moche. » On aime évidemment ton franc-parler. « Je voulais faire du beau, c'est ça respecter le citoyen. » Alors, et je pense que tu es d'accord avec ça, le beau, en plus d'être plaisant et agréable, il fait aussi vendre potentiellement. Donc dans ce beau-là, est-ce que c'est l'homme d'affaires qui était en toi qui parlait, ou est-ce que c'était l'amoureux du beau, ou est-ce que c'était un mix, t'as vu un besoin, une demande qui pouvait... Le sujet, c'est d'être en concordance avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu respectes les gens, que tu veux faire bien pour eux, et que tu sais que tu leur livres de la merde... Il y a un problème. Hein. Voilà, c'est comme le fabricant de cigarettes, à partir du moment où il sait qui tue. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit continuer à fabriquer des cigarettes ou il doit changer de métier ? Moi, je voulais faire mon métier parce que j'aimais mon métier, donc je l'ai fait à ma manière. Donc pendant des années, pendant 4 ans, j'ai été un espèce de paria dont tout le monde pensait que j'allais me planter. Et en fait, ça a été un pari qui a été réussi. Ensuite, nous avons décidé en 2014, puisqu'on devenait des méchants qui faisaient des trucs dans les périphéries, d'aller investir dans les centres-villes. Et donc de bâtir des projets qui soient un peu iconiques dans les centres-villes. On l'a fait à Nice, on est en train de le faire à Nice, on le fait avec 1000 arbres à Paris, puisque ça faisait des années qu'on avait investi dans l'écologie, parce qu'on pensait qu'effectivement on avait la conscience, sans être un militant écologiste, nous avions collectivement dans mon entreprise la conscience qu'il fallait faire mieux. Donc de monter la barre en termes écologiques, et que ça n'était pas incompatible avec développer l'économie de notre pays. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que, en particulier dans ces années de French bashing que tu as eu la chance de ne pas connaître, puisque tu n'étais pas à Paris, ou quand tu disais que tu étais français à l'étranger, on te demandait si ça va, si ça n'était pas trop dur, et on te comparait limite à un Vénézuélien sous Maduro, eh bien, nous, on disait, mais non, la France, c'est un grand pays. Et il suffit de se balader à Paris pour voir que la France, c'est un grand pays. Il suffit d'aller au Louvre pour voir que la France, c'est un grand pays. Et donc, j'étais aussi révolté par le fait que notre génération n'était pas à la hauteur de son pays. Donc, je voulais faire des trucs bien dans mon métier. J'ai pas d'autre ambition que ça aujourd'hui. Mon ambition, c'est pas une ambition financière, parce qu'au fond, j'ai dépassé ça, je m'en fous. C'est une ambition de bien faire les choses. Et quand tu parles, parce que c'est vrai que vous êtes connu pour faire beaucoup de choses en région, ouais. Tu parlais d'Angers, on peut parler de Tours, on peut parler de Metz. Ouais. Est-ce que dans un pays qui reste très centralisé, est-ce que tu penses que si une de tes ambitions, une de tes missions, c'est de pouvoir amener justement ce beau ailleurs, pas uniquement à Paris, et est-ce que pour toi c'est quelque chose aussi d'important ? C'est fondamental de rendre à ceux qui t'ont donné, parce que c'est ce qui te permet d'avoir de la valeur. Donc par exemple à Angers, dans une ville où j'ai eu cette chance de pouvoir faire ce méga centre commercial et qui est devenu une référence, eh bien il y a eu un concours. J'ai sorti du chapeau un concept muséal où je vais offrir un musée avec un concept muséal unique au monde qui s'appelle le musée des collectionneurs, que l'on va faire à Angers. J'aurais pu le faire ailleurs, j'ai décidé de le faire dans cette ville-là. Magnifique. Ce qui est toujours bien avec toi, c'est que tu dis très clairement ce que tu penses. Alors, peut-être parce que tu as les moyens de dire ce que tu penses, mais en tout cas tu le fais. Tu dis de tes concurrents qu'ils font du fric, alors que toi, tu fais de la sociologie. D'abord, je respecte énormément mes concurrents, premièrement. Deuxièmement, non, vraiment. C'est peut-être un raccourci d'un journaliste. Le sujet, c'est que mes concurrents font ce qu'ils peuvent faire de mieux pour leur entreprise.
Maintenant, notre entreprise, la nôtre, elle est drivée par 5 valeurs et 4 piliers. Et quand un collaborateur vient me montrer un projet, il me dit jamais on va avoir tant de pourcents de TRI sur le projet parce qu'il se prend une baffe. Il me montre un projet et on essaye d'améliorer le projet. Et ensuite, on essaye de gagner de l'argent parce que si tu ne gagnes pas d'argent dans cette société, tu ne peux pas continuer ton voyage. C'est comme quand tu n'as plus d'essence dans ta voiture. C'est pareil. Donc, le sujet, c'est qu'on n'est pas drivé sur un taux de profit, on est drivé par la volonté de faire des projets dont on soit fier et qui soient bons pour les gens, dont on pense qu'ils seront bons pour les gens que l'on va servir. Et fondamentalement, moi qui ai gagné ma vie en banlieue, je connais par cœur la banlieue, je connais par cœur les problèmes de la banlieue et je sais combien c'est difficile pour un élu de manager une ville en banlieue parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il peut y avoir dans des grandes villes comme à Paris, etc. etc. Et on a cet énorme respect des gens qui nous permettent de gagner notre vie et de continuer notre parcours. Donc notre sujet, c'est plus le respect, c'est plus qu'est-ce qu'on fait pour les gens, qu'est-ce qu'on apporte de bien, quel est le sens de notre action, plutôt que combien je vais gagner. Je t'arrête là parce que tu parles de sens, terme qui est ô combien important aujourd'hui pour de plus en plus de nos auditeurs. Tu dis d'ailleurs, quand il n'y a pas de sens, nous n'y allons pas. Oui, c'est encore pire que ça, c'est que quand on s'aperçoit qu'on n'est pas adéquat parce qu'on ne trouve pas nous-mêmes le sens, on s'en va. On a abandonné les concours au milieu des concours en disant mais c'est pas nous, on n'est pas en conformité. Le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même. Dans cette économie, dans cette industrie qui est la tienne, on parle maintenant d'un style journaux. Donc, comment tu le définis ? Intuitif, disruptif, futuriste, intemporel, décalé, audacieux ? Tu t'arrives à le définir comment, toi ? Pas du tout. 5 valeurs, 4 piliers. Raconte. 5 valeurs. C'est ce qui nous fait passer d'un magasin boulanger à Orgeval, à Millarbre à Paris ou à la Tour Occitanie. À Toulouse. À Toulouse. C'est le dépassement, l'excellence en permanence, essayer de faire ce qu'on sait faire de mieux au moment où on le fait. L'amour du client, la compliance, je déteste les gens malhonnêtes. Je dis toujours, il y a deux injustices profondes. C'est gagner quand tu dois perdre et perdre quand tu dois gagner. Et dernièrement, évidemment, l'esprit d'équipe, parce qu'on essaie de former une équipe où on forme énormément de jeunes. Quand on vient dans les bureaux de la compagnie de Fasbourg, il n'y a que des jeunes. Il y a 5 vieux, dont moi, et que des jeunes. Bon. Et ensuite, nos 4 piliers, c'est quoi ? C'est une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, un bien-être des usagers, des clients, des gens qui travaillent, qui vivent, qui y dorment, exceptionnel, et enfin un digital exceptionnel. Donc, on a ces filtres, mais moi, j'ai la chance et la responsabilité de participer à dessiner des paysages urbains. Ça veut dire quoi ? Quand on parle d'immobilier, c'est qu'on dessine des immeubles. Quand tu passes devant un bel immeuble, t'améliores la vie des gens. Quand tu fais un immeuble moche, tu fais que les gens ont une vie moins belle. Pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes dans certaines banlieues et pas dans d'autres ? Pourquoi est-ce que c'est toujours dans les mêmes endroits qu'il y a des émeutes ? Comme si tous les émeutiers se donnaient rendez-vous, s'étaient dit tiens on va aller là-bas parce que là-bas on va pouvoir... C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a eu des urbanismes qui ont été ratés, peut-être en croyant bien faire. Il y a eu des urbanismes qui ont été ratés. Il y a eu des élus qui n'ont pas eu la vision. Il y a eu des promoteurs qui ont été des gougnafiers. Et on a créé des environnements qui donnaient aux gens une mauvaise image d'eux-mêmes. Avec, en plus, une forme de démission de la République qui oubliait d'inculquer ses valeurs aux gens qu'elle accueillait. Donc nous, on essaye d'être fort conceptuellement et on essaye de dire quel est le sens de ce que l'on fait sur chaque projet. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça n'a pas de sens ? Tu fais une tour dans le 13e arrondissement, tu fais une tour 100% en bois, la tour la plus haute en bois jamais construite en région parisienne en tous les cas, puisque maintenant, tant qu'on la construit, il y en a d'autres qui vont faire des plus hautes, et puis nous on est limité par le PLU de Paris, c'est 50 mètres. Eh bien, quel est le message que tu veux faire donner aux gens ? Quand tu fais des logements, qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent ? Nous, ce qu'on a envie qu'ils ressentent, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils aient le sentiment, ils aient une petite voix qui leur souffle à l'oreille qu'ils ont réussi leur vie. Voilà. C'est ça notre truc. Donc on n'a pas d'autres prétentions que celle-là. On ne se prend pas pour d'autres. On sait pas nous qui ont les villes. On n'est pas les élus. On n'est pas les grands leaders de notre pays. En revanche, quand on fait un projet dans une ville,
quand on fait un projet, que ce soit un centre commercial, que ce soit des bureaux, que ce soit quoi que ce soit, eh bien, on essaie de se dire quel est le sujet ici. Souvent, tes projets sont vus comme étant différents, étant... infaisables aussi. Ouais. Souvent infaisables et souvent grands. Est-ce que tu considères que c'est une vraie qualité d'entrepreneur de faire des choses que les gens pensent impossibles? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de positif? Est-ce que tu me parlais de la plus grande? En fait, il y a ce grand qui revient souvent, c'est cette volonté de faire les choses. C'est pas une volonté, c'est simplement que quand tu fais des choses grandes, t'as plus d'impact sur ton environnement immédiat. On a fait des choses petites, on est en train de faire des choses pas très grandes. On a gagné un concours pour refaire renaître une nouvelle salle de spectacle à Lyon, qui s'appelle la salle Rameau, à côté de la mairie de Lyon. C'est un petit projet pour nous, c'est un projet qui est important. Un autre petit projet, un de nos plus petits projets, qui est à mes yeux probablement le plus important de la compagnie de Fasbourg, c'est le Philantrolab. Puisque c'était un des éléments de Réinventer Paris. Ça fait 2000 m², mais on va créer là-dedans le premier incubateur coworking de la philanthropie, le premier lieu physique de la philanthropie en France. Et peut-être même dans le monde, parce qu'on n'a pas trouvé d'équivalent. On m'avait dit une fois qu'à Los Angeles ou à San Francisco, il y avait un truc, un coworking, mais c'était pas ça. C'était pas un coworking de la philanthropie. C'était des sociétés qui faisaient le bien. C'était pas la même chose que des associations, que de la philanthropie, de créer un lieu de bénévolat, etc. etc. Et pourtant, c'est un tout petit projet. Lieu qui est à Paris, dans un endroit absolument merveilleux. Tu en parleras, ou d'ailleurs tu peux nous en parler un peu plus. Et c'est vrai que tu es un addict du mécénat, tu es un philanthrope, tu te donnes un pourcentage important de tes revenus qui sont de... pas tes revenus, mais ton pourcentage c'est 20%. Je donne jusqu'à 20% de mes revenus. Ouais. Voilà. Donc 20% de tes revenus, donc suivant les années, ça peut être très important. Ouais. Et c'est fabuleux que tu le fasses. D'ailleurs, tu as reçu c'était en 2011, je crois, avec Karine, ta femme, les titres de grand mécène et de grand donateur du ministère de la Culture. Mais rappelle-moi justement, le Philantrolab, tu as vu une opportunité de mettre ensemble des gens qui essayent de faire le bien. Raconte-nous la genèse de ce projet et qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que c'est 2000 m², c'est ça que tu me disais? Alors, la philanthropie à la compagnie de Fasbourg, c'est pas quelque chose de récent. Et moi, je suis très très heureux que plein d'entreprises découvrent les vertus de la philanthropie et suivent ton chemin. En 2007, j'ai écrit notre doctrine sur la philanthropie dans un petit livret que j'ai fait exprès de ne jamais actualiser pour qu'on garde la date. Où pouvons-nous le trouver? À la compagnie de Fasbourg. Je crois que je te l'ai donné, non? Oui, moi je l'ai. Bon. Et donc, je disais notre doctrine qui était de dire, voilà, quand on donne, on est meilleur. Au niveau macro, eh bien, quand une société, quand les gens commencent l'année en se disant à qui je vais donner mes 100 euros, mes 50 euros, parce qu'il n'y a pas de... On peut être philanthrope. En fait, on est philanthrope selon ses moyens. T'as pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire ou Bill Gates pour être un philanthrope. Tu peux être monsieur et Michu et décider que tes 50 euros de dons, tu vas faire attention à qui tu les donnes parce que tu vas faire attention aux gens. Et ça vaut largement l'argent que moi je peux donner ou d'autres peuvent donner. Et donc, je dis, à ce moment-là, il faut défiscaliser les 500 premiers euros de dons. On me dit, mais même pas en rêve. Ensuite, bon, très bien, on va défiscaliser les 100 premiers euros de dons. On dit, non, mais la France est ruinée. La France est en faillite. C'était l'époque où un Premier ministre qui avait les bonnes idées de dire la France est en faillite, ce qui n'était quand même pas très rassurant. Et comme je ne suis pas dans le combat politique, je suis pas... moi, je fais autre chose. Je garde cette idée de côté. Et à chaque fois que je vois un homme politique, je lui dis, écoute, il y a un truc à faire qui ne coûte pas très cher, c'est de défiscaliser les 100 premiers euros de dons totalement. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu une ministre de la Culture qui est Aurélie Filippetti qui s'est battue pour que la loi Aillagon ne soit pas abrogée au début de la mandature de François Hollande, parce qu'ils étaient à 2 doigts de l'abroger. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces dons permettent de nourrir toute une économie sociale et solidaire et de nourrir tout un tas d'associations qui font le lien là où on en a besoin. Ceux qui ont besoin de la philanthropie, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est
des gens qui sont dans le désarroi, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, c'est des gens qui ont besoin d'être éduqués, c'est des gens qui vivent des traumatismes, c'est des gens qui vivent dans des pièges à chômage. C'est pas l'urbain, c'est même pas le gars des banlieues qui a besoin de la philanthropie. Lui, il se débrouille. Lui, il est digitalisé, il va trouver un job, il est en région parisienne, il va se débrouiller. C'est pas ceux-là qui ont le plus besoin de la philanthropie. Et toutes les causes sont bonnes. Moi, une fois, je me suis fait engueuler par quelqu'un parce que j'ai dit non, moi je donne à 5 types de causes. Et puis voilà, vous n'êtes pas dedans, je suis désolé. Parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Et en fait, je me suis fait engueuler. Oui, vous comprenez, c'était quelqu'un qui défendait avec beaucoup de passion la recherche contre des maladies graves. Vous vous rendez pas compte, monsieur Sam, et qui me jugeait. Parce que moi, c'était pas dans mon scope. Et donc, toutes les causes sont bonnes. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et puis chacun son combat. Mais quand tu dis ça, donc le Philantrolab, par rapport à ça, qu'est-ce que c'est ? C'était dans le concours Réinventer Paris, où il fallait réinventer Paris. Et nous, on a été très bêtes. On a juste lu le règlement du concours. Ça s'appelait Réinventer Paris. À chaque fois qu'on voyait un immeuble, on se dit, mais dans quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire pour réinventer Paris ici ? Là, c'était dans la rue de la Bûcherie. Donc on a regardé dans le Wikipédia, et la rue de la Bûcherie venait du port aux Bûches, dans le 5e arrondissement, face à Notre-Dame. Et le port aux Bûches, c'était, il faut imaginer, au XVe siècle, les bateaux apportaient les bûches, les Parisiens venaient chercher leurs bus pour se chauffer. Vraiment, c'est un truc, on imagine. Hein. Et puis, comme il n'y avait pas de frigo, ils apportaient, ou les valets apportaient la viande avariée, qui était bouillie et salée sur place et donnée aux indigents. Et je me suis dit, mais c'est la philanthropie de l'époque. Et donc, on a inventé ce concept du Philantrolab, que l'on va mettre en place et qu'on va lancer en 2019. Et en gros, le Philantrolab fait partie d'un certain nombre d'initiatives, parmi bien sûr lesquelles il y a EPIC, qui ont pour objectif de faire monter la philanthropie en France. Et un de mes objectifs personnels, c'est de faire passer la part de gens qui donnent en France de 15% des foyers à 30% des foyers. Et si à un moment donné, collectivement, on y arrive, eh bien, on sait qu'on aura servi à peu près à quelque chose dans la société française. Voilà. C'est très clair. Quand tu dis que les choses évoluent, est-ce que depuis 2007, où tu écris ce manifeste, tu vois les entreprises prendre ce sujet à bras-le-corps, est-ce que tu as vu des changements réels ? Je pense que c'est l'heure. Je pense que la décennie qui arrive, la décennie 2020, ça va être la grande décennie de la philanthropie. On le voit évidemment, parce que quand le législateur et quand la société commence à parler de responsabilité sociale des entreprises, quand on permet de créer des fondations d'entreprises, quand du coup on se pose la question de mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent que l'on crée ? Et que des grandes familles, puis ensuite des grandes entreprises, ou des grandes entreprises d'un côté et les familles qui sont les actionnaires de ces entreprises créent des fondations d'entreprises, etc., bah, tout ça crée un écosystème qui est propice au développement de la philanthropie. Ma vision, c'est qu'il faut aller toucher monsieur et madame Michu qui viennent faire leurs courses dans Méritel Park. Pourquoi ? Parce que c'est pas toi, c'est pas moi qui ont la France, c'est tous les Français. Et donc, il faut les pousser ou leur ouvrir des voies pour leur ouvrir des voies de bienveillance. Et ça, c'est un terme qui n'existait quasiment pas, mais qui va exister de plus en plus, la bienveillance. Quand tu parles de ces sujets-là, on sent évidemment la passion qui est la tienne. Quand on entend les gens qui donnent aujourd'hui, ou qui disent ne pas donner plus parce qu'ils sont limités par le système en France, où on ne peut pas donner plus de 0,5% de son chiffre d'affaires, sinon il n'y a pas de réduction fiscale, qu'on donne plus ou moins parce que l'ISF a été abrogé, ou a été changé en IFI. T'en penses quoi, Philippe Journeau ? Tu penses que c'est pas pour ça qu'ils devraient donner ? Tu penses que... D'abord, je n'ai pas jugé les gens. Tu juges pas. C'est pas parce que quelqu'un donne pas. Quelqu'un donne pas, peut-être parce qu'il y a des questions culturelles, parce que je sais pas, peut-être qu'il aide quelqu'un dans sa famille et qu'il a plus d'argent pour donner, etc., etc.
Ensuite, c'est vrai que lorsqu'il y a une déduction fiscale, c'est l'État qui flèche. Tout à fait. Qui flèche une forme d'investissement. Et le don, c'est une forme d'investissement personnel. Les 0,5%, c'est reportable. Moi, au début, quand j'ai donné... Alors ça, c'est très intéressant, toi qui as vécu aux États-Unis. Quand un Américain donne, he gives back. Pourquoi ? Parce que là-bas, l'État fédéral, au fond, est faible par rapport à la taille du pays. Et les Américains ont la conscience qu'ils doivent redonner à la collectivité et à leur communauté, au sens large, qu'elle soit une ville, un quartier, une religion, etc., etc. En France, on considère que l'État doit faire tout ça. Et en même temps, on sait que l'État fait déjà trop parce qu'il n'a plus les moyens. Il est au maximum de ce qu'il peut ponctionner en termes de fiscalité. Et en même temps, il n'a pas les moyens d'aller donner partout où il doit donner. Donc la mentalité française, c'est, après tout, pourquoi c'est à moi de donner ? Puisque je donne déjà tellement d'impôts que c'est à l'État de donner, c'est à l'État de faire les trucs. Nous, on a compris depuis longtemps que l'État, d'abord, il n'était pas outillé pour être aussi efficace qu'on peut l'être nous. Et deuxièmement, l'État a mis en place un système qui fait que tu peux déduire jusqu'à 20% de tes revenus. Mais rien ne t'empêche de donner 25%. Rien ne t'empêche de donner 2%. Rien ne t'empêche de rien donner. Tu n'es pas plus un salaud parce que tu donnes rien que parce que tu donnes. Je pense que tu es juste, au moment où tu donnes, tu es meilleur. Et que si tu donnes à plusieurs reprises, tu seras... Tu es globalement meilleur. Mais aussi, oui. Un autre truc, c'est qu'en France, quand nous, on a commencé à donner à un moment donné massivement, et c'est pour ça qu'on l'a fait de manière, au fond, assez discrète, c'est parce qu'à un moment donné, tu as des gens qui nous disent « Ah, si tu donnes autant, c'est parce que tu as un truc à te reprocher, toi. » Ou tu as trop de marge. Ou bien, si tu donnes autant, c'est parce que, au fond... tu fais de la déduction fiscale. Je fais, mais t'as pas compris que quand tu donnes, tu donnes, si tu as une déduction de 66%, les 33, tu les donnes. Simplement, moi, je trouve que ma vie, elle est meilleure que d'aller chercher la prochaine défiscalisation pour voir comment je pourrais gagner un peu plus de fric et pour avoir encore un peu plus de problèmes. Donc, le sujet, c'est que, moi, nous, on juge personne. Ce qu'on dit juste, c'est que on pense qu'une société, que l'État ne peut pas tout faire, qu'il y a plein d'associations qui sont merveilleuses. Je vais te donner un exemple. J'ai aidé il y a 30 ans quelqu'un qui avait fait son premier job chez moi à créer une association qui s'appelle SOS Préma. On a ouvert notre carnet d'adresses, ils ont connu L'Oréal, ensuite elle s'est débrouillée toute seule, elle est absolument remarquable. Elle s'appelle Charlotte Bouvard. Ça fait longtemps que je n'ai rien donné à Charlotte Bouvard, à son association. En même temps, je l'ai aidé à faire le seed de son association, à faire le lancement de son association. Et aujourd'hui, c'est une association absolument référente pour tous les gens qui ont un enfant prématuré. Mais est-ce qu'on sait, nous, en tant qu'hommes, ce que c'est pour une femme que d'avoir un enfant prématuré et de se demander pendant plusieurs mois si le gosse va tenir ou s'il va mourir ? Et est-ce qu'on sait le support moral extraordinaire, quel que soit le milieu social, parce qu'on n'est pas préparé à cela, que d'avoir ce type d'aide. Eh bien, donner à cette association, ça participe à faire une société meilleure. C'est sûr. Le point était un petit peu différent. Le point était le suivant. C'est-à-dire, dans le monde de hier, dont tu parlais, celui de 2007, un monde où encore à l'époque, le partage n'était pas vraiment établi. Tu l'indiquais, t'étais un petit peu... Les gens te regardaient à nouveau avec un regard interrogatif pour dire, à minima, le monde d'aujourd'hui a totalement changé. On est dans un monde de partage que tu connais et qu'aujourd'hui, là, je suis pas d'accord avec toi. Et en effet, c'est dur. Dans un monde de partage. On n'est pas dans un monde de partage. Mais encore une fois, on le sera de moins en moins si ceux qui ne font pas, je ne te rejoins pas. Je pense que ceux qui ont un devoir de faire, d'aider, de partager. Et je pense que, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure en disant c'est pas une question de jugement, c'est une question d'aujourd'hui, les entreprises iront certainement moins, ils auront de plus en plus de difficultés à embaucher, à garder. Et ce que nous on voit au quotidien, on voit de plus en plus de gens dire je veux travailler pour une entreprise qui fait le bien. Et ça, on le voit d'ailleurs, tu parlais de tes jeunes tout à l'heure. C'est assez marrant, parce que toi aussi tu dis ça... Excuse-moi, je vais t'interrompre. Vas-y. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de gens qui veulent bosser à la compagnie de Facebook ou bien il y a plus de gens qui veulent bosser chez Apple ?
dont le fondateur était quelqu'un qui donnait rien, et le jour où on lui a dit ça serait bien de donner, il a dit diversion, perte de temps, on va se disperser. D'accord ? Mais je juge pas. Moi, je juge. C'est un très bon point. Tu vois, mais je juge pas Steve Jobs parce que lui, il a plus changé le monde que moi. Tu sais quoi ? Il a certainement dans le design, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que il y a fait 5 ans, 10 ans, c'était pas la même chose aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens en France ou en Angleterre, dans les pays, qui disent, moi, une entreprise qui ne paie pas ses impôts, qui ne paie pas ses impôts en France, ça me dérange. Moi, je suis d'accord. Mais le jour d'après, tu sais quoi ? Les mêmes personnes, ils vont dire, moi j'arrêterai d'acheter ces produits. Quand tu vois le succès de C'est qui le patron en France, produit défini par le consommateur, autant le prix que l'achat. Tu vois aujourd'hui qu'il y a une vraie évolution et que les gens, mais bien sûr, on va dans le bon sens. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que je ne me sens pas, moi je suis pas un censeur. Je suis quelqu'un qui veut être ouvert. Parce que quand tu commences à juger les gens en les catégorisant entre ceux qui donnent pas, ceux qui sont de ta religion, ceux qui sont pas de ta religion, ceux qui votent comme toi, ceux qui votent pas comme toi, tu deviens un totalitariste. Donc moi, je suis un démocrate dans le sens démocratie, dans le sens parti démocrate. Le sujet, c'est que j'estime que je n'ai pas à juger un mec qui va rien donner, sous prétexte que moi, je ne me sens pas le droit de me sentir meilleur parce que j'estime que c'est bien de donner. Et c'est assez intéressant parce que c'est toujours beaucoup plus facile de juger que de ne pas juger. Donc là, c'est quand même un sujet aussi, on pourrait encore parler des minutes et des minutes. Mais un point important sur ces nouvelles têtes dont tu parlais tout à l'heure, ces jeunes. Tu leur dis vouloir construire la France de demain. C'est comme ça quand tu recrutes des nouvelles têtes. Donc c'est pas un discours d'homme politique, justement, ça, la France de demain. Et à quoi elle ressemblerait, cette France de demain, selon toi ? Si j'ai cette nouvelle tête qui venait d'être embauchée chez toi. Alors, la phrase exacte, c'est participer à construire la France de demain. C'est pas construire la France de demain parce que ça serait très prétentieux. Et donc, je ne suis pas un homme politique, donc je veux, à notre niveau, au niveau de notre société, c'est notre responsabilité sociétale dans notre métier. Parce que je répète, nous, on a un truc extraordinaire. On est confronté physiquement à la valeur ou à la non-valeur de notre travail. Tu fais un immeuble, il est moche, tu dois avoir honte. Tu fais un immeuble, il est beau, tu dois être fier de toi. J'ai la chance de bosser avec des gens qui ont un talent et une créativité extraordinaire et qui le mettent à mon service et au service et que je drive. Et c'est vrai que dans ce sens, on a une forme de leadership parce que depuis qu'on a fait nos projets de l'Atoll et d'autres, de Waves, etc., eh bien, il n'y a plus un endroit sur lequel, quand il y a un nouveau concours, les gens, les élus acceptent un truc médiocre. Et depuis qu'on est allé dans le jeu de quilles de réinventer Paris et des grands concours, inventons la métropole du Grand Paris, etc., les élus adorent nous avoir dans la finale. Ils n'aiment pas forcément nous pouvoir gagner, mais ils aiment bien nous avoir dans la finale parce qu'ils savent que ça va monter le niveau. Ça va challenger les autres. Exactement. En tant qu'entrepreneur et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, justement, c'est quoi le conseil, un conseil que tu donnes à un entrepreneur quand il dit « je veux monter ma boîte dans l'immobilier ou ailleurs ». C'est quoi la chose importante pour toi ? D'avoir la rage pour réussir, de travailler plus que les autres, c'est quoi le... Quand j'avais 25 ans, j'aurais dit il faut avoir la rage, etc. Aujourd'hui, je dis trouve ton talent et fais honnêtement ce que tu sais bien faire. Donc tu penses que... Non, honnêtement, pourquoi ? Parce que si tu le fais malhonnêtement, évidemment, c'est pas bien. Mais tu penses que tu peux réussir aujourd'hui sans avoir ce feu intérieur, cette rage que toi t'as, et tu l'as encore aujourd'hui, hein. Quand je te vois passer d'un projet à un autre, de traverser la France entière... Mais c'est pas de la rage, c'est de la passion. C'est pas pareil. C'est pas de la rage, c'est de la passion. Donc cette rage que tu avais de réussir est devenue une passion. C'est la pyramide de Maslow, hein. On apprend ça dans les écoles. À un moment donné, tu avances dans ta vie et ta priorité d'avant, c'est plus ta priorité d'aujourd'hui. Ton échelle de temps pour travailler, pour faire des choses de ta vie n'est pas la même. Quand tu as 20 ans, tu dois apprendre, tu dois progresser. Quand tu as 30 ans, tu dois réussir. Et quand tu as 60, 55, 60, 65 ans, tu dois transmettre. Pourquoi ? Parce que l'humanité se renouvelle, en gros, toutes les 2 générations. Donc, quand une génération ne transmet pas,
eh bien, on régresse. Bien sûr, elle meurt. Et on sait bien que les civilisations et l'histoire n'est pas linéaire. Sinon, les patrons, ça serait les Égyptiens. Et question que je me suis posée quasiment la première fois que je suis venu te voir. Pourquoi la compagnie de Phalsbourg, petite ville de 5000 habitants C'était du marketing avant l'heure. Quand je l'ai créé, j'avais 27 ans. Mon associé avait 25 ans, il avait l'air d'en avoir 19. Et à cette époque-là, quand tu n'avais pas des cheveux blancs, alors j'ai la chance, j'ai perdu mes cheveux très jeunes, donc j'étais aidé par ça. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire d'être jeune aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu viens voir un type comme moi, et je lui dis, mais t'as pas compris, il y a une révolution là, la blockchain, t'as pas compris que c'est ça demain. Le type, il comprend rien, mais il croit. Quand, en 1986, 89, quand j'ai créé Compagnie de Phalsbourg, ou 86, quand j'ai commencé à bosser, on jetait un coup de pied au cul. Donc du coup, on s'était dit, on va appeler ça la Compagnie de Phalsbourg. C'était la ville dont était originaire la famille, la mère de ma fille. Et j'avais lu que la famille Lazare était originaire de la ville de Phalsbourg. Je me suis dit, tiens, ça a apporté bonheur. Et donc, on l'a appelé comme ça. Et pour l'anecdote, ce qui est quand même, parce que celle-là, elle est quand même magique, c'est que la première boîte qu'on a rachetée, on appelle les gars, ils nous reçoivent avec énormément de bienséance, vraiment de manière extrêmement polie. On achète l'entreprise et en fait, ils croyaient recevoir la compagnie de Presbourg qui avait créé Jean-Luc Lagardère. C'est magique, non ? C'est extraordinaire. Ah. Ça, c'est une belle histoire. J'ai jamais pu la raconter à son fils d'ailleurs, parce que Peut-être qu'on lui enverra le podcast. Et tu disais dans une autre interview, la revanche sociale a été ton moteur. Donc milliardaire en moins d'une décennie, classé 71e fortune de France, chevalier des arts de lettres, chevalier de la Légion d'honneur, et ça, c'était très important pour toi. C'est commandeur maintenant. Est-ce que tu la tiens, cette revanche sociale ? C'est plus mon sujet. C'est plus ton sujet. Un quiz pour terminer. Donc un quiz pour terminer où, facile, hein, tu vas avoir deux choix, tu dois en choisir un, tu m'expliques pourquoi tu le choisis ou pas. Jean Nouvel ou Franck Guéry ? Les deux. Ok. De génie. De génie. Un chantier ou ton... Il se trouve que je bosse avec Jean Nouvel, mais bon. Peut-être un peu plus Jean Nouvel ? Non, mais les deux. Ok. Un chantier... En fait, je n'osais pas les contacter, ces gens-là, avant. Je n'osais pas. C'est des génies. Jean Nouvel... Tu vas voir le Louvre à Abu Dhabi, tu vas voir la gloire de la France, et tu vas voir la fondation Louis Vuitton par Franck Guéry, tu vas voir la gloire de la France et la gloire des États-Unis. Donc deux génies. Un chantier à visiter ou ton bureau ? Un chantier. Contrôlé ou délégué ? Contrôlé. Philippe Starck ou Jacques Garcia ? Philippe Starck. Goût du détail ou perfectionniste ? On dit de moi perfectionniste, c'est goût du détail. Centre-ville ou périphérie ? Les deux, mon capitaine. Business de l'art ou l'art du business ? Sûrement pas business de l'art. Bernard Arnault ou François Pinault ? Ça, c'est la grande question. Tu dois choisir. Deux génies. Pour toi, c'est des génies ? Les deux ? Des génies... C'est deux génies. Deux génies. D'abord, pour moi, le génie du luxe, c'est Bernard Arnault. Ok. Le génie de l'art, c'est François Pinault. Parce que les deux, évidemment, adorent aller sur les terrains des uns et des autres, mais c'est deux génies, c'est deux grands modèles et deux grandes fiertés pour un pays comme la France, bien sûr. Philanthrope ou homme d'affaires ? Alors, il y a une phrase que j'adore, que j'ai prononcée récemment, lorsque je remercie mes parents. Je remercie ma mère de m'avoir appris à gagner ma vie, et mon père de m'avoir appris à la dépenser avec élégance. Donc c'est les deux. Mais d'abord, tu gagnes ta vie et ensuite tu la dépenses. Sinon, tu es un voleur. Philippe, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine.